Bonsoir, merci d'être là parmi nous, ceux qui sont en présentiel, et merci, j'allais dire, de l'au-delà pour ceux nombreux qui suivent ça en distanciel. Donc un grand merci. Donc, comme directeur de l'Observatoire de l'Allemagne, donc j'ai le plaisir de vous saluer et je vais en quelques mots vous expliquer la vocation de cet observatoire de l'Allemagne créé donc à l'IRIS et pour lequel c'est la conférence de lancement. Le souhait de créer l'observatoire de l'Allemagne à l'IRIS émane de la constatation que ce pays, vous le savez, connaît donc des mutations politiques, économiques, sociales importantes. Et donc, ces mutations ont fait ressentir le besoin d'avoir des analyses, des travaux qui puissent éclairer à la fois le monde des chercheurs et aussi le monde des décideurs et bien entendu le grand public. Donc, l'Observatoire de l'Allemagne a pour ambition de répondre à ce besoin en diffusant, en produisant des travaux sur les transformations à l'œuvre outre-Rhin. Nous avons identifié plusieurs axes que je vais donc énoncer rapidement. Les dynamiques politiques internes à l'Allemagne, la politique économique et sociale, la politique étrangère et de défense, et on mesure toute l'actualité de ce sujet aujourd'hui, l'évolution de la relation franco-allemande. Et par ces axes de travail, l'Observatoire de l'Allemagne vise à alimenter le débat public, évidemment, et à accompagner les décideurs en apportant un éclairage au pouvoir public, mais aussi bien évidemment au secteur privé et au large public intéressé par les questions internationales, les questions européennes. Nous accompagnons notre démarche de publication, d'analyse et de l'organisation d'événements. Par là même, l'Observatoire se veut un laboratoire d'idées franco-allemands par les travaux diffusés, car pour la rédaction, pour la préparation de ces travaux, l'Observatoire veillera à ce que les contributeurs soient à la fois français, allemands, franco-allemands, à chaque fois que cela est possible, issus d'horizons divers, chercheurs évidemment, mais aussi responsables politiques, décideurs publics, enseignants et même, j'allais dire, certains chefs d'entreprise qui peuvent avoir leur propre contribution à fournir et qui peut être tout à fait intéressante. Par l'organisation d'événements réguliers, réunissant des acteurs des deux rives du Rhin, l'Observatoire entend contribuer au rapprochement et au développement des échanges franco-allemands. Voilà donc à la fois le cadre et puis, si j'ose dire, la philosophie de ce nouvel observatoire de l'Allemagne au sein de l'IRIS. Et nous avons déjà certains projets en tête, certaines publications sont déjà visibles sur le site et évidemment, les suggestions sont toujours les bienvenues. En tout cas, encore un grand merci aux personnes présentes et à celles qui nous suivent de plus loin, mais nombreuses, et ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est important pour ce moment de lancement. Voilà, maintenant, je cède avec grand plaisir la parole à Gaspard Schnitzler, qui anime avec moi donc, cet observatoire de l'Allemagne. Gaspard. Merci beaucoup, Jacques-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous voir ici. Et puis, bonsoir également à ceux qui sont nombreux à s'être connectés en ligne. Alors, avant d'introduire le sujet sur le fond, je vais présenter nos intervenants de ce soir. Donc, tout d'abord, Jacques-Pierre, comme tu t'es
pas présenté, je vais te présenter. Donc, Jacques-Pierre Goujon, tu es professeur des universités, spécialiste des pays germaniques et auteur de plusieurs ouvrages sur l'Allemagne. Tu as notamment été diplomate à Berlin et à Vienne et également recteur d'académie à Strasbourg. Et aujourd'hui, donc, tu diriges ce nouvel observatoire de l'Allemagne. Gesine Weber, donc tu es chercheuse sur les questions de défense et sécurité et tu es coordinatrice de programme auprès du German Marshall Fund à Paris et tu es également auteur de nombreux articles sur les questions de défense européenne et notamment sur la coopération franco-allemande. Et enfin, Thomas Mons, donc tu es directeur du bureau de la Fondation Friedrich Ebert à Paris depuis 2019. Et avant cela, tu as passé une grande partie de ta carrière en Amérique latine, où tu as notamment été directeur des bureaux de la Fondation en Bolivie, au Guatemala, à Cuba, en République dominicaine, au Mexique et au Brésil. J'espère que j'en oublie pas. Évidemment, tu es également l'auteur de nombreux articles sur ces questions. Alors, avant de vous laisser la parole pour le premier tour de questions, j'aimerais introduire la thématique de ce soir. Alors, on a choisi pour titre donc Allemagne, l'avènement d'une nouvelle ère géopolitique. On est parti de l'idée de cette table ronde, c'était le discours d'Olaf Scholz du 27 février dernier que vous avez sans doute suivi, dans lequel le chancelier allemand a fait usage du mot Zeitenwende pour qualifier le changement d'époque qu'était en train de vivre le continent européen depuis l'invasion russe en Ukraine. Alors cette expression, si d'un point de vue sémantique, on regarde ce qu'elle veut dire et qu'on commence par définir les termes du sujet, elle fait écho à une expression qui avait été utilisée par Joschka Fischer quand il était ministre des Affaires étrangères en 1999 pour qualifier l'intervention allemande au Kosovo. Il avait à l'époque parlé de Zeitenbruch, donc, ce qui signifie littéralement une rupture dans le temps. Aujourd'hui, pour l'Allemagne, cette Zeitenwende, ce tournant, il est synonyme d'un tournant historique, aussi bien d'un point de vue de politique étrangère que d'un point de vue de politique de défense, que d'un point de vue de politique énergétique. Et du coup, chacun des intervenants traitera un volet de ce tournant. Alors, l'Allemagne poursuivait jusqu'à présent une politique de retenue, voire parfois une stratégie d'évitement. Et le conflit en Ukraine a poussé Berlin à rompre avec justement cette posture traditionnelle et à prendre davantage ses responsabilités, en rompant notamment avec sa politique traditionnellement conciliante vis-à-vis de la Russie. Et ça s'est traduit par plusieurs annonces importantes, notamment la livraison d'armes létales à la Russie, à l'Ukraine, excusez-moi pour le lapsus, Oui, à l'Ukraine, heureusement, la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2, l'annonce d'une enveloppe de 100 milliards d'euros de modernisation pour la Bundeswehr, on y reviendra, ou encore la signature d'un accord avec le Qatar pour réduire sa dépendance énergétique au gaz russe. Alors, si ces annonces, elles ont été dans un premier temps accueillies favorablement par quasiment l'intégralité de la classe politique allemande, on voit désormais apparaître des fractures, aussi bien au sein de la coalition gouvernementale que de l'opposition, quant à la posture qui est adoptée par l'Allemagne. Olaf Scholz est présenté dans la presse outre-Rhin, si vous lisez des articles des derniers jours, voire des dernières semaines, comme fragilisé par la situation en Ukraine. On lui reproche notamment son manque d'action et une politique trop souple vis-à-vis de la Russie, alors que l'Allemagne continue à s'approvisionner en gaz russe. Et enfin, un dernier point qu'on abordera certainement, l'annonce justement du fonds spécial de la Bundeswehr crée également des tensions quant à la traditionnelle politique d'austérité budgétaire allemande, la fameuse Schwarze Null, qui est notamment chère au FDP, qui fait partie de la coalition. Et sa mise en place nécessitera un changement de la constitution allemande qui requiert un vote à la majorité aux 2/3. Et donc, l'Allemagne semble aujourd'hui à l'aune d'une nouvelle ère à la fois politique et géopolitique qui exercera une influence certaine sur l'évolution de l'Union européenne. Et c'est notre sujet de ce soir. Je vais commencer tout de suite par poser une première question à Jacques-Pierre Goujon. Alors, selon toi, en quoi la réaction de l'Allemagne à la crise ukrainienne et justement les récentes annonces que j'ai commencé
à énumérer marque-t-elle une rupture dans la culture politique et la culture diplomatique de l'Allemagne ces dernières années? Merci. Très bien, merci. Alors, je vais essayer de répondre en une dizaine de minutes à cette question et de vous éclairer. Moi, j'aimerais placer ma réponse sous le signe de la tombée de tabous. Alors, je vais m'expliquer, hein, évidemment, sur le choix de ce titre. Moi, je vois deux tabous fondamentaux qui tombent et qui, en dépit des faiblesses qui viennent d'être énoncées sur la lenteur de la décision, la difficulté qu'a Olaf Scholz à trancher dans le vif par rapport à une ministre verte beaucoup plus allante sur le sujet. Néanmoins, si l'on prend la distance nécessaire pour comprendre l'Allemagne et ses mouvements de fond, moi, je vois qu'à travers la décision de l'Allemagne de se réarmer, il y a la reconnaissance, et ça c'est quelque chose de très important, de la dimension militaire de l'action extérieure. Je vais y revenir. Ça bouleverse quand même beaucoup les fondamentaux allemands, parce que cela n'allait pas de soi. Je rappelle que la dernière intervention militaire de l'Allemagne en tant que telle, c'est 1999 au Kosovo, et cela s'est fait dans la douleur. Gerhard Schröder a été insulté, son ministre des Affaires étrangères a même été violenté physiquement. Voilà. Et toute une partie de l'électorat social-démocrate s'est éloignée de ce parti à cette occasion. Donc, voilà, pour vous citer les choses. Premier point, je pense, c'est le premier tabou qui tombe. Le deuxième, on en parle moins dans la presse française, dans les médias, mais il me semble tout aussi important. C'est la redéfinition de la politique russe de l'Allemagne. C'est-à-dire la prise de conscience en Allemagne de la nécessité de repenser ce rapport à la Russie qui, je vais l'expliquer rapidement, est un pan capital de la diplomatie allemande qui plonge ses racines dans l'histoire, bien évidemment, mais qui a été reprise par tous les chanceliers après l'unification. Alors, avec des modérations, selon les tempéraments des uns et des autres. Helmut Kohl étant beaucoup plus prudent parce qu'il avait enjambé à la fois la période d'avant l'unification et après l'unification. Il était lui-même historien, donc bon, les choses étaient beaucoup plus prudentes, mais il n'en est pas moins vrai que c'est un élément fondamental. Alors, le réarmement. Le réarmement, pourquoi est-ce capital dans la tombée du tabou que j'indiquais? C'est parce que tout simplement, c'est la fin de ce qu'on appelle la retenue allemande. La retenue, bon, je le disais, en 99 déjà a été ébréchée. Elle l'a été un petit peu aussi en 95 lorsque l'Allemagne est intervenue en Bosnie, mais en Bosnie, c'était, souvenez-vous, de manière défensive, c'est-à-dire il n'y avait pas du tout d'action militaire propre. Bon, ça, c'est important. Et là, 99, je vous en ai parlé, donc très virulent. Bon. Là, il y a pratiquement consensus. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des mouvements de protestation ici ou là, mais on n'est pas du tout dans l'atmosphère de 99. Alors, on va voir comment cela s'explique-t-il. Donc, la fin de la retenue, ça veut dire la réévaluation de la politique de sécurité dans les tropismes allemands de politique étrangère. Là, je vais également en dire un mot parce que la sécurité, la défense, étaient des sujets qui étaient, sous tous les chanceliers également, mis à la marge. Et il y a une biographie, le temps nous manque, sur Angela Merkel, tout à fait intéressante, qui est sortie il y a peu, de Madame Weinfeld d'ailleurs, où elle dit, mais à partir du moment où elle a, mis fin à la conscription en 2011, elle ne s'est plus jamais intéressée à la question de la défense. Donc, la question de la défense-sécurité est remise sur la table par nécessité, mais c'est très, très important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que cette culture de la retenue, c'est un des éléments fondamentaux de l'identité allemande d'après 49 et aussi d'après 90, l'après-unification. Pourquoi? Parce que l'idée était de ne pas effrayer les partenaires. Et il y a un historien allemand spécialisé des relations internationales, d'ailleurs, Berlin, qui a écrit un ouvrage tout à fait intéressant où il dit oui, c'était le moyen pour l'Allemagne de passer du statut
de parias, surtout après la Seconde Guerre mondiale, de méfiants après l'unification, quand même, on se demandait qu'est-ce qu'elle va faire cette nouvelle, à un grand partenaire. Et donc, cette relativisation de l'outil militaire a été un élément de cette nouvelle identité allemande, qui parfois, d'ailleurs, a été déplorée par ses propres partenaires européens. Je vous prends deux exemples. 2011, Mme Merkel a demandé à sa diplomatie un vote à l'ONU d'abstention sur un sujet important. Il s'agissait d'une intervention militaire en Libye. L'Allemagne s'est abstenue. Protestation des États-Unis. Étonnement de ses partenaires européens. 2015, refus pour l'armée fédérale de conduire une action, de participer à une action militaire en Syrie. Là aussi, les gens ne comprenaient pas. Donc, si vous voulez, réhabilitation des notions de défense et de sécurité par cette décision d'un réarmement, pas de protestation virulente. Alors, il faut comprendre aussi l'opinion publique. On est là pour ça. C'est ça qui est intéressant parce que les mouvements politiques sont une chose, mais souvent s'appuient sur l'opinion publique. Quand on étudie l'évolution de l'opinion publique allemande des récentes années, on voit qu'elle a elle-même beaucoup évolué sur les questions de défense et de sécurité. Un seul exemple, une fondation très sérieuse, qui est la fondation Körber, a publié une étude en juin 2021 dans laquelle 49% des Allemands se déclarent déjà à l'époque favorables à une augmentation du budget de la défense. Donc pratiquement 50% considèrent que la défense n'est pas suffisamment prise en compte. La guerre en Ukraine a évidemment servi de catalyseur et une étude sortie dans ce cadre-là indique que 79% des Allemands, donc aujourd'hui, se déclarent favorables au réarmement de l'Allemagne. Donc, on voit bien que les opinions publiques ont beaucoup évolué, accompagnées en cela par la presse. Donc là aussi, je ne veux pas trop détailler, mais je vais vous prendre un seul article tout à fait intéressant du Süddeutsche Zeitung du 24 mars 2022, un éditorialiste réputé, Kernberger, qui indique, je cite, le titre, c'est « Le géant perplexe ». Le pays s'est trop confortablement installé dans la situation d'une puissance pacifique et opulente au cœur de l'Europe, réticente à l'usage de la force militaire et obsédée par la défense de ses intérêts économiques, principalement énergétiques. Non seulement l'Allemagne doit fournir à l'Ukraine des armes, mais elle doit accepter comme élément constitutif de son identité le fait de disposer d'une armée importante et efficace. Ça, c'est tout de même un langage relativement nouveau dans la presse, plutôt Süddeutsche, donc centre-gauche, pour vous situer. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs, à dessein. Alors, lié à ce premier élément que je viens d'évoquer, car en relation évidemment avec la guerre en Ukraine, apparaît de manière sous-jacente la deuxième remise en cause profonde, la relation avec la Russie. Alors, il est rarement arrivé dans l'histoire de l'Allemagne de subir deux fortes humiliations comme celle récente, à savoir qu'un président fédéral soit considéré comme persona non grata en Ukraine. Le président Steinmeier envisageait d'aller avec ses homologues des pays baltes et polonais à Kiev le 13 avril et on lui a fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu. Donc ça, extrêmement violent. Pour quelle raison? Pour sa prétendue, en tout cas on va en parler, proximité passée avec la Russie. Alors cela a été un tsunami dans la classe politique allemande, évidemment, et le président fédéral, là aussi, c'est quand même peu courant, s'est senti obligé de réagir lui-même, blessé évidemment, mais aussi considérant que l'État allemand, là, perdait la face. Et donc, il a invité des journalistes à venir le rencontrer le 4 avril 2022, et il fait une quasi mea culpa publique, incroyable. Bon. Il dit, je cite, c'est même sorti dans la télévision, « J'ai pensé que Vladimir Poutine n'accepterait pas la totale ruine économique, politique et morale de son pays pour laisser libre cours à son délire visant à reconstituer un empire. Comme d'autres, je me suis trompé.
le bilan est amer. Nous avons échoué dans notre volonté d'intégrer la Russie dans une maison européenne commune. Il va même plus loin dans le Spiegel, parce que ça continue à monter. Interview, là aussi, où il explique qu'il regrette d'avoir soutenu jusqu'au bout le projet Nord Stream 2, dont il était, il faut le rappeler, je n'ai pas eu le temps de parler du parcours de Steinmeier, mais Steinmeier, c'est vraiment une personnalité politique qui couvre les dernières années de manière incroyable. Il a été le plus proche collaborateur de Schröder en étant chef de la chancellerie. Ensuite, il a été ministre plusieurs fois sous Angela Merkel, président du groupe parlementaire social-démocrate, président du Parti social-démocrate, et là, président fédéral. Et donc, il regrette avoir, je cite, misé sur le dialogue avec la Russie, alors que la leçon à tirer de cette guerre en Ukraine est que la doctrine de la politique étrangère selon laquelle le changement est rendu possible par le commerce, là aussi un tabou qui tombe, ne peut pas s'appliquer à la relation avec les régimes autocrates. Je regrette tout cela. Et pour que les choses soient également claires, ce n'est pas seulement une affaire du Parti social-démocrate. Il se trouve que ça touche le président fédéral social-démocrate. Mais Mme Angela Merkel, qui s'est peu exprimée sur le sujet, est aussi directement concernée parce que les gens disent « Mais attendez, quelle a été sa politique à l'égard de la Russie ?» Alors, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je pourrais entrer dans les détails, mais le temps nous manque. Elle a repris la politique de bienveillance conduite par Schröder lorsqu'elle est devenue chancelière, avec, il faut bien le dire, une prise en compte plus forte des droits de l'homme. Ce que n'évoquait jamais Gerhard Schröder lorsqu'il rencontrait Poutine. Merkel, notamment dans une longue interview dans le Spiegel 2006, elle dit « mais les droits de l'homme, les droits de l'homme ». Mais néanmoins, la politique à l'égard de la Russie n'a pas changé, si bien que le président actuel de la CDU et en même temps du groupe parlementaire, Friedrich Merz, a déclaré devant le Parlement fédéral, vous allez voir, ça aussi c'est intéressant, quelques-unes des prétendues certitudes des dernières années appartiennent définitivement au passé, aussi pour nous. La politique étrangère et de sécurité conduite par l'Allemagne et par l'Europe ces dernières années est un champ de ruines. Je fais très, très vite. Pourquoi c'est fondamental pour comprendre l'identité allemande et ce bouleversement? C'est que cette relation avec la Russie a toujours été présentée par la diplomatie, mais pas seulement par la diplomatie, vous allez voir, comme une nécessité dans le rôle intermédiaire que pense devoir jouer l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest. Et c'est la théorie du pont entre l'Est et l'Ouest, développée alors à la fois par des personnalités politiques. Je pense à Wolfgang Schäuble, qui était encore il y a peu président du Parlement allemand, ancien ministre de Merkel, sous-ministre également sous Kohl, qui a, dans un livre intitulé « Tourner vers l'avenir », a dit que la mission de l'Allemagne, c'était d'être, je cite, l'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. Et se développe à partir de là toute une théorie de la centralité de l'Allemagne en Europe, développée par certains politiques, mais aussi, ça ne suffit pas, par une jeune génération d'historiens qui considèrent qu'enfin l'Allemagne se trouve au cœur de l'Europe, il faut qu'elle assume cela. Et un des ouvrages qui a connu un grand succès, c'est Hertfried Münkler, dont le titre en français, « La puissance du milieu ». Ça veut tout dire, où il dit que le rôle d'équilibre entre l'Est et l'Ouest impute à l'Allemagne et en allant plus loin, l'Allemagne doit jouer un rôle d'équilibre, de régulateur entre la Russie et l'Union européenne. Et là, vous avez la définition de ce qu'est une relation privilégiée. Et donc, repenser à l'aune de cette guerre totalement la relation avec la Russie, c'est vraiment là un pan de la diplomatie, de l'identité allemande qui est remise en question. Et là, sans doute, et on voit bien qu'en filigrane se distingue déjà une approche, ce ne sera sans doute plus, comme l'Allemagne le faisait jusqu'ici, dans un cadre bilatéral, mais beaucoup plus sans doute dans un cadre européen qui intègre davantage les intérêts des pays baltes qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore, qui ont encore peur quand vous lisez certains rapports d'un axe
Moscou. J'en viens à la conclusion. Très rapide. Donc, vous l'aurez compris, cette relation à la Russie, elle va bien au-delà du partenariat énergétique dont vous connaissez les données, donc je n'y reviens pas, hein, les 56% de gaz allemand provenant de Russie, les 38% de pétrole venant également de Russie. Donc ça, évidemment, ça lie l'Allemagne. Mais la relation avec la Russie va beaucoup plus loin. Quant au réarmement et à la réhabilitation de l'outil militaire, ça reste compliqué, évidemment, pour l'Allemagne. Et Gaspard a insisté à juste titre sur la position délicate d'Olaf Scholz, qui n'est pas seulement une question de tempérament, mais une difficulté politique à gérer. Ça peut faire craindre éventuellement, notamment vu les sommes mises, 100 milliards d'euros sur la table. C'est quand même pas rien. Alors, on peut assister à une renationalisation des politiques de défense avec des sommes pareilles. Parce que, avec quelques experts militaires, j'ai regardé, et certains généraux avec qui j'ai gardé des contacts, à quoi ça pouvait correspondre ces 100 milliards. Ça peut correspondre au fait que l'Allemagne va devenir la première puissance militaire européenne, devançant la France, si la France reste sur ses projections budgétaires actuelles en matière militaire. Voilà, il faut le savoir. Et peut-être qu'aussi, et là c'est ma phrase finale, promis, cette remise en question, cette nouvelle réhabilitation donc, de l'armement, de la puissance militaire, ça peut aussi déboucher sur une meilleure prise en compte aussi dans le mental allemand de l'Europe de la défense. Car ce qui a été beaucoup reproché quand vous lisez la presse américaine ou les comptes rendus, c'est très intéressant, les comptes rendus des dirigeants américains lorsqu'ils se rendent à Berlin, à chaque fois, c'est bon, mais l'Allemagne, bon, comme c'est comme pour l'OTAN, sur l'Europe de la défense, oui, à chaque fois, il dit il faut y aller, mais elle ne met pas d'argent. Ben là, l'Allemagne met de l'argent. Alors, comment on fait? Donc, peut-être que c'est une chance aussi pour cette Europe de la défense d'avancer, Europe de la défense, si souvent décrite et jamais réalisée. Voilà, j'ai dépassé. Merci beaucoup, Jacques-Pierre, c'est pas grave. Merci, ça offre un très bon éclairage historique qui, je trouve, permet de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, merci pour ton analyse. Je me tourne maintenant vers Gesine Weber. On va continuer justement sur ce tournant dans la politique de défense allemande. Jacques-Pierre a commencé à en parler, donc ce fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr. Une autre annonce phare, c'est l'objectif d'atteindre cet objectif de 2% de dépenses militaires, 2% du PIB d'ici 2024, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à 1,5%. Et puis également les exportations d'armes létales vers l'Ukraine, ce qui est un vrai tournant. Du coup, j'ai 3 questions en une. La première, c'est donc en quoi ça représente une rupture dans la politique de défense allemande qui, jusqu'à présent, se voulait très prudent. Donc, je serais intéressé d'avoir ton avis sur cette question, un avis aussi de par tes origines allemandes. C'est intéressant d'avoir ce regard. Qu'est-ce que ce fonds de 100 milliards traduit quant à l'état de la Bundeswehr et quant à son besoin de modernisation? Et enfin, est-ce qu'on sait la façon dont sera utilisé ce budget? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette introduction et aussi merci à tous, à toutes et à tous ici et aussi en ligne de participer à cette conférence. Et je vais peut-être un peu baisser l'optimisme sur ce fin de la retenue allemande, voire dans cette rupture dans la politique de défense européenne. Et peut-être on va rapidement ensemble revenir sur ce qui s'est passé le 27 février. Vous savez, c'est le jour de l'annonce par Olaf Scholz de cette décision historique. Et je me souviens de quelques citations de ce jour-là lors de l'annonce de l'enveloppe de 100 milliards d'euros qui disait à peu près on ne peut pas surestimer l'impact de cette décision. C'était une formule qu'on a très souvent entendue dans les médias allemands. Aussi, une formule que j'ai trouvée très, très souvent dans les médias français,
et étrangers. C'était vraiment cette idée que l'Allemagne pourrait éventuellement devenir la première puissance militaire en Europe. Vraiment, genre, cette idée d'un réarmement et une Allemagne très, très puissante qui va vraiment imposer l'agenda en quelque sorte sur le plan militaire. Mais moi, je dirais, voyons ce que ça donne. Et soyons ou adoptons peut-être une approche un peu plus différenciée et on dirait même prudente dans l'analyse de ce qui se passe à ce moment. Parce qu'en Allemagne, il y a une expression qui dit « on ne mange pas aussi chaud comme le plat est cuisiné ». Et à mon avis, ça c'est exactement ce qu'on observe dans ce contexte actuel. On l'a aussi vu lors de la conférence de presse du chancelier Scholz hier sur l'engagement de l'Allemagne dans la crise en Ukraine, qui, en effet, ce n'était pas un cas d'une mauvaise traduction, n'a pas donné de nouvelles informations. On voit quand même une certaine poursuite de la retenue, d'une position plutôt hésitante, d'une certaine réticence militaire. Donc, pour l'instant, disons, le changement reste à voir. Je pense que pour me répondre à ta question, dans quelle mesure est-ce que ça représente une rupture? Je vois plusieurs domaines ou plusieurs enjeux là. Premièrement, c'est un tournant concernant l'opinion publique déjà mentionné, parce on a vu dès le premier jour après l'annonce que l'opinion publique allemande était vraiment favorable à la fois à cette augmentation du budget de défense et à l'autre côté aussi à la livraison des armes à l'Ukraine. Et les deux étaient quand même très surprenants, sachant que même si on a déjà vu en 2021 quelques changements, mais sur le long terme et en général, la société civile allemande est a vraiment cette culture de réticence militaire. Si vous allez vraiment sur le terrain, dans les petites communes en Allemagne, et vous discutez de cet objectif des 2%, il y a une phrase à laquelle vous seriez toujours confronté, c'est juste la question, et combien d'écoles maternelles et combien d'écoles est-ce qu'on pourrait construire de tout cet argent que nous mettons dans notre État militaire ou dans notre budget militaire qu'on n'utilise pas parce qu'il n'y a pas de guerre. Et avec cela, le débat est fini. Donc, le fait qu'on voit ce changement dans l'opinion publique allemande, pour moi, c'est vraiment là le tournant. Donc, en anglais, on dirait que c'est vraiment un changement bottom-up que je vois là, qui pour l'instant devrait encore se traduire dans les mesures concrètes à l'échelle politique. Aussi, pour encore citer un autre sondage d'opinion publique, et pour revenir à cette question du rôle de l'Allemagne sur le plan militaire aussi dans la guerre. Hier, on a vu un nouveau sondage de Forza, un institut de sondage avec une assez bonne réputation, qui dit que 51% des Allemands se prononcent en faveur d'une livraison des armes lourdes à l'Ukraine. Et pour l'instant, le gouvernement est encore assez hésitant sur cela, dit qu'on va plutôt se coordonner avec des partenaires européens, voire le partenaire de l'OTAN. Pour l'instant, donc pas vraiment de changement sur l'échelle politique. Un autre tournant que je vois, c'est le tournant dans le paysage politique. Et c'est là que je trouve extrêmement remarquable parce que ce sont actuellement les Verts, à mon avis, qui sont dans le gouvernement le parti le plus ouverte pour la livraison des armes, pour l'augmentation du budget militaire et qui prennent vraiment une position qui ressemble beaucoup plus à la position de la CDU, donc des conservateurs traditionnellement, et même ceux dans le parti qui étaient auparavant vraiment en faveur d'une approche pacifiste, par exemple Anton Hofreiter, qui est présidente de la Commission de l'Europe au Bundestag, c'est vraiment lui qui se prononce aussi en faveur de tels changements. Donc ça, je pense, là, on voit un changement au moins dans la direction des partis, mais là aussi, attendons si cela aussi se traduit dans un changement d'opinion des membres du parti. Parce que
particulièrement pour les Verts, il faut quand même être conscient que les chefs du parti et les membres, ce sont en quelque sorte deux mondes différents. Un autre tournant que je vois, ou que je ne vois pas encore plutôt, c'est vraiment le tournant sur l'échelle politique dans les ministères et dans la chancellerie, parce que c'est quand même là où on va aussi décider en quelque sorte comment cette annonce sera mise en œuvre. Et ce qui était quand même intéressant d'un point de vue de communication politique, c'était que grosso modo, tous les médias, tout le public, le 27 février, avaient compris que ces Sondervermögen, ces fonds spéciaux, donc c'est 100 milliards d'euros, seraient ajoutés à une augmentation du budget militaire à 2%. Maintenant, apparemment, on communique qu'il y a ce fonds spécial de 100 milliards qui sera utilisé pour atteindre l'objectif de 2%. Et c'est quand même une différence assez immense. Sachant que l'objectif de 2% de dépenses annuelles pour la défense, ça serait quand même des dépenses annuelles d'à peu près 70 milliards d'euros. Donc, sur 4 ans, il ne faut pas être un génie de maths pour savoir que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, pour le tournant militaire, est-ce que cela implique un réarmement de l'Allemagne? Est-ce que cela implique que l'Allemagne va devenir la première puissance militaire en Europe? Je ne veux pas être, pour être très franche, sûrement pas. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec beaucoup de gens à Berlin, au ministère de Défense, au Parlement, qui travaillent vraiment sur ce sujet. Et il faut toujours être conscient que l'armée allemande, ou en général les forces armées, ont eu un financement qui n'a vraiment pas été à l'auteur des besoins. Donc, aujourd'hui, il faudra au moins 70 milliards d'euros pour fermer les trous capacitaires qui existent dans l'armée. On l'a vu, par exemple, en 2019, l'Allemagne dispose de quelques hélicoptères Tigre. C'est très bien, mais malheureusement, il y a des problèmes techniques, donc on ne peut pas utiliser ces hélicoptères. Et d'autant plus, il y a quelques problèmes parce qu'il n'y a pas assez de soldats qui sont formés pour voler des hélicoptères qui pourraient être utilisés. Donc, c'est peut-être juste cela pour illustrer ce que ça veut dire aussi sur l'état de la Bundeswehr et sur cette idée d'un tournant militaire. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à la fin, la grande question, c'est toujours qu'est-ce qu'on va faire avec ces 100 milliards d'euros. Et là, il y a deux constraintes importantes. Première, la volonté de l'inscrire dans la Constitution nécessite une majorité au Parlement qui nécessite le soutien de la CDU, qui actuellement n'est pas donné parce que la CDU dit que la formulation actuelle que vous avez mise dans le projet de loi ou dans la proposition est beaucoup trop large. Donc, juste parler d'un projet pour renforcer la capacité de défense, ça peut être un peu tout et rien. Donc, ça reste assez flou. Et à la fin, il faut aussi toujours garder en tête, pour revenir à cette idée de rupture et de genre, est-ce que c'est la fin de la retenue allemande? Ça dépend, parce qu'à la fin, la France, par exemple, avec les régimes présidentiels et vraiment les prérogatives assez importantes du président, peut, si besoin, assez facilement envoyer des troupes quelque part. En Allemagne, ce n'est pas si facile parce qu'il faut toujours, selon la Constitution, l'accord du Parlement. Et ensuite, il faut aussi que toute cette action s'inscrit dans un cadre très, très limité qu'on appelle un cadre de système de sécurité collective. Et par exemple, comme des task forces, comme Takuba, comme on l'a vu, comme la force d'intervention, l'initiative d'intervention européenne, etc. C'est quand même assez difficile d'un point de vue juridique de justifier cela. Et enfin, aussi pour l'usage des 100 milliards d'euros, il faut aussi savoir que toute initiative ou toute tentative d'acquérir des capacités qui va au-delà de 25 millions, pas milliards, important, d'euros, doit passer par le Parlement. Donc,
moi, quand j'étais encore conseillère parlementaire, c'était à peu près chaque semaine, on va recevoir des projets de loi juste pour acheter tel ou tel système militaire, pour acheter tel ou tel équipement. Donc, ce sont des processus assez longs. Et à la fin, voyons quelles sont les capacités qui vont vraiment être pouvoir acquérir avec le soutien du Parlement. Donc, pour très rapidement conclure, je vois l'heure là. Je dirais, en effet, c'est une annonce très, très importante qui, en quelque sorte, constitue une rupture avec la culture stratégique allemande, mais elle n'est pas encore mise en œuvre. Elle n'est pas encore traduite dans les vraies mesures politiques. Et sur le long terme, ou même sur le médium terme aussi, les modalités de cette traduction en politique publique vont avoir des implications très, très importantes à la fois sur la fiabilité ou sur la perception de la fiabilité de l'Allemagne en tant que partenaire au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de l'Europe et aussi pour l'Europe de la défense. Parce qu'en effet, l'Allemagne pourrait, si la volonté politique serait là, parfaitement se servir des moyens qui sont déjà là, par la PESCO, par le Fonds européen de défense, pour multiplier les sommes qu'on pourrait investir dans ces projets. Mais pour cela, il faut la volonté politique. Et pour l'instant, je ne vois pas exactement cette volonté d'avancer pour l'Europe de la défense en Allemagne, même si j'espère personnellement de voir un peu plus la perspective française et un peu plus cet appui sur l'Europe de la défense de la coalition dans les mois à venir. Merci beaucoup pour ton analyse très intéressante. Je retiens plusieurs points parmi ceux que tu as mentionnés, notamment le fait que finalement ce fonds il servira plus à une mise à niveau de la Bundeswehr, à combler des trous capacitaires et on pourra peut-être y revenir dans l'échange avec la salle, mais ça pose aussi une question des choix qui seront faits d'équipement. Est-ce que ce sera de l'équipement européen? Est-ce que ce sera de l'achat sur étagère d'équipements étrangers, extra-européens, ou est-ce que ce sera du développement de programmes capacitaires en commun? Voilà, il y a quelques décisions qui ont déjà été prises qui donnent un peu une idée des choix qui peuvent être faits et on pourra en reparler. Un autre point intéressant que tu as mentionné et que je retiens, et ça fera la transition pour la prochaine question, sur le fait que c'est les Verts qui sont particulièrement favorables à la livraison d'armes lourdes, ce qui est assez surprenant quand on voit la position qu'ils avaient avant le conflit. Et une autre de leurs décisions qui est assez surprenante quand on voit Robert Habeck qui a signé donc ce nouvel accord avec le Qatar pour la livraison de gaz naturel liquéfié, alors que les Verts avaient bien dit qu'ils feraient très attention dans leur politique étrangère à ne pas avoir de relations avec des États dits autoritaires. Et donc, c'est une décision aussi assez surprenante. Et je me tourne maintenant vers Thomas Mans, justement pour demander quelles sont les conséquences économiques et sociales, d'une part, du conflit ukrainien pour l'Allemagne, mais également de ce tournant qui est en train de prendre l'Allemagne. Et je pense notamment au changement de cap en matière énergétique. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences économiques et sociales? Et une autre question, si on a le temps, mais si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Est-ce que la nouvelle priorité donnée en quelque sorte aux questions de défense risque pas de faire passer au second plan les importantes réformes économiques et sociales qui avaient été annoncées dans le contrat de coalition? Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup et bonsoir à tous. Je voudrais remercier aussi à l'invitation de l'Église pour cette invitation et mes félicitations aussi pour la mise en place de l'Observatoire de l'Allemagne. Pour moi, c'est un moment un peu étrange de parler ce soir sur la politique allemande parce que j'étais concentré les dernières semaines et jours plus sur la politique française. J'ai écrit plusieurs briefings sur la situation des élections françaises. Alors, je dois changer le chip et me concentrer un peu sur la politique allemande. Et on a écouté d'abord une vision un peu plus optimiste, genre Jacques Pierre sur le tournant allemand, et après une vision de Gysin un peu plus pessimiste, peut-être. Moi, je ne suis pas un expert
des affaires militaires. Alors, je suis peut-être très représentatif pour les Allemands, mais je voudrais apporter une autre perspective. Je ne sais pas si elle est plus optimiste ou plus pessimiste. Et pour commencer, je voudrais revenir sur le terme Zeitenwende. Je pense on parle beaucoup, on utilise beaucoup des différents termes. On parle des nouvelles ères, de changements d'époque, de tournants historiques, de changements de paradigmatiques. Alors, je pense que c'est très important de comprendre très bien le terme Zeitenwende qui caractérise ce moment très particulier de la politique allemande, mais pas seulement de la politique allemande. Habituellement, nous parlons de Zeitenwende ou changement d'époque. Je pense que c'est la traduction la plus pertinente. Lorsque quelque chose s'est produit qui nous a surpris et dont les conséquences nous inquiètent. La prise de conscience de ce tournant signifie alors qu'on admet que les choses ne peuvent plus continuer comme avant et on ne veut pas non plus continuer ainsi. Cela s'accompagne d'une dissolution des horizons d'attente et d'un changement de perspective par rapport aux expériences passées. On voit alors beaucoup de choses sous un autre regard. Je pense dans ce sens, la Zeitenwende ou le changement d'époque n'est pas seulement une affaire de la politique allemande. Je pense que c'est surtout aussi une affaire de la politique européenne. Mais pour revenir sur l'Allemagne, évidemment, avec l'invasion russe en Ukraine, l'Allemagne a vu se fondre un monde de conception politique qui était fondé sur sa propre histoire. L'idée que la guerre ne pouvait plus être un instrument de mise en œuvre de la volonté politique. Dans cette conception, Jacques Pierre a déjà mentionné, dans cette conception, la puissance militaire n'avait qu'une importance secondaire par rapport à la puissance économique et culturelle. Le dialogue, la compréhension et la construction de la confiance, le rapprochement via les relations commerciales, tels étaient jusqu'à présent les éléments clés de la politique étrangère allemande. Au passage, les fondations politiques allemandes, comme la fondation Friedrich Ebert, font également partie de ce concept orienté vers le dialogue. Il y a là aussi mes collègues de la fondation Hans Seidel, qui fait aussi partie des fondations politiques allemandes. Alors, le fait que les bureaux de ces fondations à Moscou aient été fermés récemment, que le dialogue ne soit plus souhaité à Moscou, est un signe supplémentaire de la nécessité d'une nouvelle orientation. Mais certes, le dialogue et la construction de la confiance continueront à faire partie intégrante de la politique étrangère et de défense allemande. Mais ils doivent être repensés et pondérés face à l'ordre sécuritaire conflictuel imposé alors par la Russie aux Européens. Selon les mots d'Olaf Scholz, autant de diplomatie que possible sans être naïfs. Le nouveau gouvernement allemand installé en automne de l'année passée et dirigé par les sociaux-démocrates a entamé son mandat avec un contrat de coalition ambitieux et la promesse de progrès et de renouveau. Alors, ce changement de gouvernement est certes lié à l'attente d'une nouvelle ère politique. Mais une nouvelle ère politique n'est pas la même chose qu'un changement d'époque. Car les visions de la voie à suivre pour entrer dans cette nouvelle ère politique étaient encore fondées sur les expériences et les attentes de l'ancienne conception politique. Néanmoins, le contrat de coalition mentionne également des objectifs qui visent à surmonter les points faibles reconnus, que ce soit dans la politique étrangère et de défense, dans la politique énergétique et climatique ou de la politique sociale et numérique. Cependant, je pense que c'est important de mentionner ça aussi, les premiers mois du gouvernement d'Olaf Scholz ont été marqués par des crises d'une ampleur exceptionnelle, de la pandémie à l'inflation,
en passant par la guerre en Ukraine. On peut certainement dire que ce gouvernement a le départ le plus difficile de l'histoire de la République fédérale de l'Allemagne. Dans ces conditions, il est difficile de faire un premier bilan juste. Mais il est d'autant plus réjouissant de constater qu'un sondage représentatif réalisé après les 100 premiers jours de nouveau gouvernement montre que la moitié des Allemands perçoivent effectivement ce gouvernement comme une alliance de progrès. Pourtant, au vu du changement massif de la situation de départ, quelques-uns considèrent que le gouvernement a besoin d'un nouveau contrat de coalition. Le tournant annoncé par Olaf Scholz a déjà modifié la base d'action du gouvernement en matière de politique étrangère et de défense. Les objectifs en matière de politique énergétique et climatique doivent également être adaptés. Certains pensent même que les tensions face aux nouveaux défis, par exemple lors du débat sur l'embargo ou sur les importations d'énergie russe ou sur la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine, mettraient en question la cohérence et la viabilité de la coalition feu tricolore. Vous avez écouté ici. Alors, je pense que ces tensions existent sans aucun doute, mais elles sont plutôt normales dans un gouvernement de coalition et surtout dans un moment où nous avons vécu une chose qui nous a surpris et qui n'était pas prévue, et on a besoin aussi du temps de réflexion pour la réorientation. Je pense qu'à ce moment, c'est normal qu'il y a des tensions, des regards différents dans un gouvernement de coalition. Et j'ai l'impression que l'émotivité du débat actuel fait apparaître ces tensions un peu plus grandes et un peu plus vives qu'elles ne le sont. Le tournant d'époque en matière de politique de sécurité est loin d'être le seul en Allemagne. La pandémie du Covid nous avait déjà contraints à repenser de fond nos prémices d'action. Et la transformation écologique exige également de s'engager sur de nouvelles voies. Le changement d'époque doit donc déboucher sur un changement de système. C'est pourquoi que la coalition Feu tricolore a mis en place un budget qui prévoit des investissements importants pour l'avenir, les fameux Zukunftsinvestitionen, comme on dit en Allemagne. Il s'agit notamment d'accélérer la transformation sociale écologique et l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Parallèlement, les immenses défis posés par la guerre en Ukraine doivent être relevés. C'est l'augmentation des coûts de l'énergie et de l'alimentation, aide humanitaire et militaire à l'Ukraine, afflux important de réfugiés en provenance d'Ukraine. Il y a beaucoup de choses qui réclament une réponse actuelle du gouvernement allemand. Les sondages mentionnés sur les premiers 100 jours du gouvernement mettaient déjà en évidence un problème qui existait avant le tournant. Une majorité des citoyens allemands craignent que la politique climatique n'accroisse les différences sociales. Et comme la nécessité désormais pressante de surmonter rapidement la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie va accélérer la transition écologique, des tensions sociales peuvent apparaître qui devront être abordées par le gouvernement fédéral. De notre côté, la nécessité de parvenir à une plus grande souveraineté énergétique donne également une nouvelle force de justification à la transition écologique. Certains parlent même d'énergie de la liberté en ce qui concerne les énergies renouvelables. La guerre en Ukraine représente également un tournant pour la politique énergétique de l'Allemagne. Elle a mis en lumière la dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Le gaz russe couvre environ 15% de la consommation totale d'énergie de l'Allemagne. L'objectif politique principal est donc désormais de renforcer la souveraineté énergétique. Cela implique surtout la réduction significative des importations en provenance de Russie. Toutefois,
les importations de gaz naturel russe sont quasiment impossibles à remplacer à court et moyen terme. Un arrêt rapide des livraisons aurait un coût très élevé pour l'économie allemande. Une plus grande indépendance vis-à-vis du gaz russe doit être atteinte par le développement de la relation des livraisons de gaz liquéfié, ainsi que par des efforts accrus dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la décarbonisation. La réticence du gouvernement allemand à imposer un embargo sur les importations d'énergie russe se justifie par l'impact économique qu'aurait un tel arrêt des importations. L'Institut allemand d'économie s'attend à une récession de longue durée s'étendant sur une décennie. Tant les syndicats et le patronat alertent donc sur un arrêt immédiat des importations. Comme j'ai déjà dit, le changement de la politique ne se concentrera pas uniquement sur la capacité de défense de l'Allemagne. La guerre en Ukraine ne change rien à la nécessité d'une conception vaste de la sécurité, qui, outre les aspects militaires, réunit également les aspects politiques, économiques, écologiques et humanitaires. C'est pourquoi, outre le renforcement de la capacité de défense, les budgets de l'aide humanitaire, de la prévention des crises et de la coopération au développement sont également revus à la hausse. Alors, de nouveau, pour revenir sur le moment particulier de la politique allemande, ce n'est pas seulement un tournant de la politique militaire, c'est vraiment un changement dans un contexte où il y a beaucoup des éléments qui étaient auparavant perçus comme des constants de la politique internationale et européenne qui se sont changés. Alors, on a besoin aussi des réflexions. Je pense que c'est trop tôt d'évaluer la Zeitenwende dans la politique étrangère et de défense d'Allemagne seulement après quelques semaines et aussi des semaines avec beaucoup d'émotions, avec une position très forte des médias, c'est-à-dire été mentionné. Et je pense que nous avons encore beaucoup de nécessités de réflexion commune sur la réorientation de la politique de sécurité de l'Europe, non pas seulement de l'Allemagne. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et je retiendrai l'idée selon laquelle ce changement d'époque implique ou doit passer également par un changement de système. Et pour rebondir sur le fait que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur le mandat de la coalition actuelle, je peux déjà révéler en avant-première qu'on organisera d'ici la fin de l'année un événement pour faire les 1 an de bilan de cette coalition tricolore. Donc, vous serez tous chaleureusement invités à revenir ici pour suivre ce débat si ça vous intéresse. Merci beaucoup à vos 3 interventions qui ont bien brossé tous les enjeux liés à ce tournant. Il nous reste une demi-heure pour un échange avec la salle. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois qu'il y a un micro qui va probablement passer voilà, à travers la salle pour que ceux qui sont en ligne entendent également. Et puis, je prendrai également les questions qui ont été posées en ligne. Il y en a un certain nombre. On va commencer par les questions de la salle s'il y en a. Ouais, monsieur. Ce serait mieux le micro juste pour que ceux qui sont connectés puissent aussi vous entendre. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation qui était très intéressante. Alors, j'avais plus quelques questions, mais je vais essayer de résumer ça en une seule, qui sont concentrées sur les aspects militaires, notamment sur le budget, le déficit militaire, sachant qu'on sait que récemment, il y a eu des purges aussi dans l'armée, notamment sur la question de certains néo-nazis. Est-ce qu'il existe une possibilité que la question des capacités nucléaires soit remise sur la table pour le gouvernement allemand? Et en ce qui concerne justement l'augmentation capacitaire, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on s'oriente plus vers un partenariat franco-allemand ou au contraire vers une concurrence entre une force allemande grandissante et la force française qui est déjà existante? Merci. Merci. Je pense que je vais prendre peut-être plusieurs questions et comme ça, vous pourrez piocher dans les questions auxquelles vous voulez répondre. Monsieur et Jean-Pierre. Peu importe l'ordre.
Je prends en premier. Moi, j'avais deux questions. La première question, ça porte sur la position de l'Allemagne sur l'embargo gaz russe et la relation avec les pays baltes et la Pologne sur le sujet. Est-ce que c'est un sujet de tension avec les pays baltes et la Pologne, la position allemande sur le sujet? Ma deuxième question est une question à la fois technique, mais j'ai envie de dire que le technique peut avoir de l'importance. J'avoue que ça m'avait échappé le fait que pour que ces 100 milliards d'euros supplémentaires soient utilisés, il fallait modifier la constitution allemande. Pour quelle raison? Bon, a priori, il faudrait... si on était en France, on se contenterait, j'ai envie de dire, de changer le budget, de faire une loi de finances rectificative et l'affaire serait réglée. Donc ça, c'est la première question sur les 100 milliards. La deuxième question, c'est pourquoi la CDU s'y opposerait, au fond, parce que est-ce qu'ils auraient une raison de s'opposer à cette augmentation? La troisième question, il y a beaucoup de questions sur les 100 milliards, c'est 100 milliards sur 5 ans ou est-ce que c'est 100 milliards sur plusieurs années, sur une période plus longue, et ça, est-ce que c'est tranché en Allemagne, cette question-là? Et qui décidera? Est-ce que c'est au sein du gouvernement ou est-ce que c'est le Bundestag qui tranchera? Et dernier point, il me semblait quand même qu'il y avait une liste qui avait été préparée quand même sur les capacités à acheter par rapport aux 100 milliards d'euros. Donc, je pense que c'est Gésine, si tu peux nous confirmer, nous infirmer ces questions. Je prends la dernière question parce que ça fait déjà pas mal de questions et ensuite on y répondra. Merci. Je voudrais dire tout d'abord à quel point la création de cet observatoire de l'Allemagne me semble, dans la période à laquelle nous vivons, tout à fait nécessaire pour éviter tout ce qui pourrait être des erreurs d'interprétation de la part française. Je crois qu'il est vraiment très, très important que l'observation se fasse de façon fine et embrasse l'ensemble des problématiques, puisque au-delà même de l'évolution de l'Allemagne, c'est la relation franco-allemande qui sera en cause. On l'a déjà vu d'ailleurs en parlant des questions strictement militaires. Je considère qu'à ce stade, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement favorablement impressionné par la réactivité du gouvernement allemand face à ces phénomènes imprévus et dramatiques même, et que j'y vois en tout cas un élément très encourageant pour l'avenir de notre relation. Alors, je sors un petit peu du militaire, que je laisse aux spécialistes, pour revenir sur un point sur lequel vous avez les uns et les autres beaucoup insisté, c'est ce consensus qui s'est dessiné en Allemagne, embrassant aussi bien la classe politique que l'opinion publique, la presse, sur effectivement l'orientation qui a été prise par le gouvernement allemand. Et ma question est très simple. Comment appréciez-vous la durabilité de ce processus, compte tenu de toutes les implications et les contraintes de caractère économique, énergétique, on en a parlé, budgétaire, qui vont se poser nécessairement aux autorités allemandes? Comment faire face à cela et comment faire en sorte que la population, si elle doit subir des conséquences négatives dans son mode de vie, je ne dis pas son pouvoir d'achat, ça je laisse la problématique française, mais comment la population pourrait être amenée à revenir sur cette première adhésion aux mesures prises si la situation apparaissait très compliquée sur le plan de la gestion économique. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers Gésine Weber. On va peut-être commencer par toutes les questions sur la dimension militaire.
Est-ce que tu veux que je les répète ou c'est... Oui, ça va aller. OK, je vais peut-être commencer par la question la plus facile, et ça, c'est la question des capacités nucléaires. Est-ce que cette question va revenir sur la table? Sûrement pas. Alors, la seule dimension dans laquelle ce sujet sera éventuellement abordé, c'est la question de l'acquisition des capacités, surtout des Tornado ou des Eurofighter, qui pourraient éventuellement porter des armes nucléaires. Mais l'idée que l'Allemagne pourrait un jour acquérir des capacités nucléaires, ça ne va jamais arriver. Et aussi, faut aussi garder en tête qu'il y a quelques traités internationaux qui rendent ça, ou l'acquisition des armes nucléaires, un peu compliqué, pour le dire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que cela implique pour le partenariat franco-allemand? Est-ce que ce serait plutôt une coopération ou une concurrence? Je dirais que ce n'est pas encore clair pour l'instant actuel, parce que nous voyons actuellement surtout dans la politique d'acquisition d'armement, des armes en général. En Europe, deux tendances. Nous voyons une certaine équipe F-35, pour l'appeler comme ça, qui vont acquérir davantage des capacités américaines. Et nous voyons aussi qu'il y a d'autres Européens qui sont un peu plus motivés pour acquérir la Rafale. Donc, décision en Allemagne pas encore prise. On discute, il y a pas mal de discussions sur le F-34, mais ça reste à voir. Donc, je dirais aussi, sachant que des projets comme le SCAF, un projet d'avion de combat franco-allemand qui est déjà développé depuis quelques années, sont en cours. Je n'exclus pas qu'il y ait plus de coopération, mais pour tout ce qui concerne le partenariat franco-allemand en matière de défense, là aussi, ça va vraiment dépendre de la manière dont l'Allemagne va s'appuyer sur la PESCO, par exemple, qui permet le développement des capacités communes. Donc, là aussi, à voir quelles seront les décisions prises. Mais ça, pour l'instant, c'est absolument ouvert. Pour revenir aux questions concernant les 100 milliards là, en général, est-ce qu'il y a besoin d'une modification de la Constitution? D'un point de vue juridique, je dirais non. Mais ça a été une promesse politique. Donc, techniquement, je laisse corriger les autres Allemands, mais normalement, on pourrait inclure cela dans un budget additionnel tant que c'est le Parlement qui donne son accord. Mais c'était une promesse politique et selon tout ce que je vois là, c'est maintenant, en quelque sorte, il y a une certaine pression de le mettre en œuvre aussi. Ensuite, pourquoi est-ce que la CDU aurait un peu mal à voter en faveur d'un tel projet? Pour l'instant, l'argument porté par exemple par Friedrich Merz, c'est le projet actuel est trop large. Donc actuellement, ce projet s'appelle projet pour renforcer les capacités de l'Allemagne en termes de défense et aussi pour se conformer aux exigences dans le cadre des alliances. Donc, il n'y a pas beaucoup plus de précision. Et cela pose problème pour la CDU parce que l'argument, c'est quand même les capacités de défense, c'est très large. Ça peut être ce qu'on appelle l'approche intégrée. Donc, on pourrait éventuellement aussi utiliser l'argent, disons, pour des missions de formation, en général pour des projets plus larges aussi liés à l'aide de développement, ou est-ce qu'on parle vraiment de 100 millions de capacités, ce qui serait vraiment la préférence pour la CDU, et d'où encore une certaine position un peu hésitante par rapport à ce sujet. Pour la question comment les sommes ou quand les 100 milliards seront dépensés, voire investis, on ne sait pas trop. Techniquement, l'idée serait au début 100 milliards pour 4 ans. Au-delà, quand même, si on veut inscrire l'idée si on veut inscrire l'idée des 2% de dépenses militaires dans la Constitution, qu'est-ce qui se passe une fois on a utilisé les 100 milliards? On ne sait pas trop. Ça serait peut-être le problème de la prochaine coalition à venir.
voire d'un deuxième tour pour la coalition Feu tricolore. Je pense que ta dernière question, c'était sur la liste des capacités à acheter. En effet, cette liste existe, mais là aussi, il faut toujours garder en tête que chaque projet d'acquisition des capacités doit passer par le Parlement. Si le Parlement donne son accord, bien, ça serait acheté. Si ce n'est pas le cas, pas d'acquisition des capacités. Donc, ces listes ont beau exister. À la fin, c'est la politique qui va décider et surtout le Parlement. Merci beaucoup. Alors, ouais, et alors et puis aussi sur donc le Les deux raisons, c'est que la première, c'est que Olaf Scholz veut que ce soit juridiquement certifié que ces 100 milliards aillent tous les ans dans la Bundeswehr. S'il faisait juste une loi simple, dans 2 ans, le Parlement pourrait décider que pour financer les retraites, on a un trou, on peut prendre dans ces 100 milliards-là. Si c'est dans la Constitution qui sont dédiés à la Bundeswehr, ce serait sûr et certain que ce serait orienté vers l'armée en permanence. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a la Schuldenbremse, le fait que les comptes allemands soient à l'équilibre et qu'on n'a pas le droit de faire plus de dettes et donc ça, ces 100 milliards explosent la Schuldenbremse, et donc pour exceptionnellement passer outre, il faut entre guillemets mettre en pause cette Schuldenbremse pour cette année et donc changer temporairement la Constitution. C'est les deux raisons que moi j'ai en tête. Merci. Oui, mais je voudrais quand même revenir sur ça parce que là, ça nécessite encore quelques précisions. L'idée, évidemment, je vois que genre l'idée d'avoir ces zones fameuses ou ce fonds spécial, on pourrait très bien aussi imaginer que ce soit inscrit dans la Constitution avec exactement la formule qui est actuellement proposée, et à la fin, ça pourrait être utilisé pour, par exemple, les retraites des soldats ou les pensions des soldats. Donc, c'est ça. Et évidemment, c'est aussi clair que, sachant que le Parlement doit voter sur le budget, il semble quand même très, très probable, très, très improbable, petit lapsus là, qu'on va voir un gouvernement qui annonce 100 milliards pour la défense et qui va mettre 100 milliards, disons, je sais pas, dans le développement des nouvelles rues en Allemagne ou des nouvelles routes, des autoroutes, quoi que ce soit. Donc ça, à mon avis, c'était une raison quasiment purement politique aussi, parce que sous quelques conditions, il est quand même possible de ne pas respecter le frein budgétaire, la fameuse Schuldenbremse. Donc, cela ne nécessite pas l'inscription de notre projet financier dans la Constitution. Merci beaucoup. On va essayer de prendre aussi de répondre aux autres questions. Alors, il y avait une question sur la sécurité énergétique, l'embargo sur le gaz russe, la façon dont c'était perçu par les États baltes, la Pologne, et puis sur le consensus des nouvelles orientations et la durabilité de ce consensus. Alors, qui veut répondre à l'une des deux? Voilà. Jacques-Pierre, et après… Oui, alors, avant de répondre à une question, je voulais compléter sur le nucléaire. Je crois que c'est un sujet tout à fait important et je crois que ça va devenir un sujet franco-allemand. Je crois que ça va devenir un sujet franco-allemand parce qu'il est évident que l'Allemagne n'entend pas produire d'armes nucléaires et s'équiper elle-même d'armes nucléaires. Mais, par exemple, l'ancien conseiller diplomatique de Mme Merkel, M. Heusgen, qui est maintenant devenu le patron de la Sicherheitskonferenz à Munich, dans une interview au Spiegel, a dit « Oui, il faudra un jour que l'on ait le courage de parler de ce sujet avec nos amis français. » Donc, je cite, c'est il y a 10 jours. Bon, voilà. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui va venir dans l'agenda franco-allemand. Franco-allemand, sous quelle forme? Je ne sais pas. Mais c'est évident que l'équipement de l'armée fédérale en nucléaire en soi, non, mais partage, aller l'un vers l'autre, voilà.
je crois que ça va être un sujet, à mon avis, qui va venir. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est les Baltes. Oui, parce que quand on Baltes et la Pologne, oui, les réactions sont très, très dures. Hein, bon, et ils s'appuient notamment sur un article que je n'ai pas cité, qui est sorti dans le New York Times, bon, vous savez, d'ancien prix Nobel, hein, Krugman, qui a dit, mais il est incroyable d'avoir cette nation allemande aussi égoïste en Europe, qui ne pense qu'à avoir des prix énergétiques les plus bas possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est repris également dans les médias baltes et polonais. Et d'ailleurs, il y a eu une prise de position de la présidente alors de l'un des pays baltes, hein, je ne sais plus lequel, mais je pourrais le retrouver, en disant, écoutez, nous avions mis en garde le gouvernement allemand depuis longtemps, à savoir ne pas se mettre dans la dépendance énergétique de la Russie. Et nous n'avons jamais été écoutés parce que nous sommes petits. Voilà. Donc, je retrouve facilement, je l'ai à la maison, cette interview. Bon, là, on ne peut pas non plus tout citer, donc c'est bien que ça vienne dans les questions. Mais il est évident que la relation avec la Pologne, la relation avec les pays baltes, c'est énormément tendu. D'une part, parce qu'ils trouvent que l'Allemagne ne fait pas le nécessaire à leurs yeux, en tout cas dans le domaine énergétique, et ils déplorent l'attitude concernant la livraison d'armes lourdes. Ils aimeraient également que l'Allemagne fasse davantage dans ce domaine. D'ailleurs, il y a là aussi une prise de parole du ministre des Affaires étrangères ukrainien, hein, que j'ai là aussi quelque part, où il dit écoutez, l'Allemagne a une fonction de leadership en Europe, elle doit se saisir de ce sujet de la livraison des armes lourdes. J'ai cette interview-là. Et donc, les Polonais sont également sur cette ligne-là en disant pourquoi l'Allemagne ne bouge-t-elle pas davantage. Voilà. Oui, donc, on a deux sujets quand même hein, de polémique très, très forte hein, entre l'Allemagne, les pays baltes et la Pologne. Et il y avait, alors, le consensus politique va-t-il s'effriter alors, c'est vrai, alors il faut savoir quand même comment, alors nous n'étions pas à la chancellerie nous-mêmes, évidemment, lorsque la décision a été prise, mais enfin, il y a toujours des choses qui se disent et qui sortent. Bon, il faut savoir que le chancelier n'était pas sûr de son affaire quand même, puisqu'il a pris cette décision en tout petit cercle. Hein. La ministre de la Défense avait des informations, mais pas sur la Somme, déjà. Hein. Donc, il se dit qu'ils étaient 3 ou 4, hein, à savoir vraiment la teneur du discours du chancelier le 27 février, un dimanche, hein, où il a donc convoqué le Parlement fédéral. Et donc, lui-même avait quelques inquiétudes sur les réactions possibles. Alors, c'est passé, parce que c'est ce que je voulais vous dire, bon, l'opinion publique a accompagné avant cette mutation. Et j'ai dire, la chance pour le chancelier, c'est que les Verts vont même plus loin que lui. Là, c'est quand même la surprise, alors qu'ils avaient dit pendant la campagne, etc. Bon, et là, il a la chance de pouvoir s'appuyer sur sa ministre des Affaires étrangères verte, qui, elle, demande même carrément la livraison d'armes lourdes. Hein. Elle dit, mais voilà, il faut aller plus loin. Et donc, le chancelier se retrouve dans la situation de devoir, lui, la freiner. Bon. Donc, je pense que là, il est actuellement sur une position politique plutôt aisée d'un point de vue parlementaire. La CDU, bon, là, joue un coup politique parce qu'elle dit, mais on lui a dit oui jusqu'ici à tout ce qu'il a demandé. Bon, alors là, ils essaient de trouver quelque chose. Bon, ça, c'est le jeu politique interne, parlementaire, démocratique. Bon, mais jusqu'alors, je crois que il a un relatif consensus politique. Ce qui peut, après, ébrécher les choses, c'est le débat autour des armes lourdes. Voilà. Armes lourdes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avance pas sur le sujet, parce qu'il sait très bien que le consensus, jusqu'ici, est quasi total.
parce que les armes lourdes, ça n'a pas été vraiment abordé. Voilà. Alors, si l'Allemagne commence à livrer des chars, parce que c'est ça dont il s'agirait, hein, les fameux Marder, bon, je ne suis pas spécialiste d'armement, mais enfin, c'est une catégorie de chars. Hein. Bon, là, peut-être que les choses deviendraient plus délicates. Hein, voilà. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il freine encore sur la livraison d'armes lourdes. Et puis, il y a des échéances électorales qui vont venir. Il y a des échéances dans les Länder. Vous savez, il ne faut jamais oublier en Allemagne le poids des élections dans les Länder. Il ne faut pas oublier que Mme Merkel a, entre autres, pas la seule raison, mais c'est une raison forte, a renoncé au nucléaire parce qu'il y a eu l'accident au Japon, mais aussi parce que c'était un élément électoral fort pour toute une série d'élections régionales à l'époque. Hein. Donc, et là, il y en a quelques-unes qui viennent. Le Schleswig-Holstein, je crois, voilà, va venir hein, comme élection dans les Länder. Il y en a 2 ou 3, donc ça va être important. La Bavière, un peu plus tard. Bon, donc, voilà. Pour compléter juste ce que tu dis en une phrase, c'est intéressant parce qu'ils ont quand même prolongé aussi la durée de vie des 3 dernières centrales nucléaires allemandes pour faire face à la problématique énergétique qui traverse actuellement. Thomas? Bon, c'est peut-être pas une surprise que je ne partage pas cette perception un peu pessimiste. Je ne pense pas que les relations avec les pays baltes sont extrêmement tendues. Il y a des accords, évidemment, mais c'est presque une normalité dans l'Union européenne. Non? Sur beaucoup des sujets très importants, il y a des désaccords et on doit trouver une ligne commune. Et je rappelle aussi vraiment l'impact qui pourrait avoir un embargo immédiat des importations d'énergie sur l'économie, non seulement allemande, c'est sur l'économie européenne. Alors, ça, c'est aussi lié à la question du rôlement de l'opinion publique. Nous avons observé aussi en France, dans quelques jours, le fait, le soutien de la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis le conflit entre Ukraine et Russie a renforcé la position de Macron dans les sondages. Et quelques jours après, c'est surmonté sur cette question, la question du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui a bénéficié de ce changement des sujets. Alors, on doit avoir un peu d'attention avec le déroulement de l'opinion publique. Non? Nous avons actuellement vraiment un débat très émotionnel, et je pense trop émotionnel. Et nous avons eu, c'est le dernier week-end de Pâques, nous avons eu en Allemagne de nouveau des marches pour la paix. Non? C'est une tradition, ce n'est pas une chose nouvelle, mais il y a eu des réactions nouvelles. C'était un représentant du Parti des libéraux qui a dit « Ces marches pour la paix sont la 5e colonne de la Russie en Allemagne. » Et même Wolfgang Thierse de mon propre parti a réclamé aux manifestants pour la paix. Aujourd'hui, c'est cynique de parler aujourd'hui de créer la paix sans armement. Je ne suis pas d'accord avec cette idée de créer la paix sans armement, mais dire que ces personnes, c'est cynique, je pense que c'est trop, non? Ça veut dire que nous sommes dans un moment où il y a une certaine hystérie, qui n'est pas vraiment positive pour la réflexion des choses qu'on devrait faire. Non? C'est aussi le cas de la pression sur la livraison des armements lourds. Je répète, je ne suis pas un expert militaire, mais j'ai lu aussi que les États-Unis ont livré des armements lourds. Car alors, il y a des questions à quel point ces livraisons ont débilité la capacité
militaire des États-Unis. On a besoin de 5 ans pour remplacer les armements lourds qu'ils ont envoyés à l'Ukraine. Alors, l'argument de l'Allemagne, du gouvernement allemand, ce n'est pas les élections régionales qu'il aura, évidemment. C'est tout d'abord la manque de capacité de Bundeswehr de livrer des armements lourds. C'est une réalité. C'est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de capacités additionnelles qu'on pourrait donner à disposition des Ukrainiens. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est aussi important, il y a une ligne très fine pour passer à l'implication directe à la guerre en Ukraine. Il y a évidemment des craintes de passer cette ligne. Il existe la menace de Poutine d'utiliser les armes nucléaires. Peut-être que ce n'est pas trop réaliste, mais je pense qu'on doit aussi prendre en sérieux ces menaces. Et ça veut dire que c'est très important de ne passer pas cette ligne fine d'être involucré dans la guerre en Ukraine. Je pense que ce sont les arguments les plus importants. Mais je voudrais vraiment tirer l'attention sur cette question de l'émotionnalité du débat actuel. Je pense que c'est très important de baisser un peu les émotions et d'avoir un débat plus réaliste, plus sérieux aussi concernant les perspectives. Et les pressions actuelles des livrer des armes lourdes et d'accepter un embargo immédiat sur les importations énergétiques de la Russie n'aide pas beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques questions qui sont en ligne. Je pense que ce sera après une dernière question dans la salle. Et ensuite, on arrêtera le séminaire pour pas trop déborder. Alors, une question, vous l'avez déjà partiellement répondu, abordée, c'est alors malgré la réaction émotionnelle du moment et le changement d'opinion publique, la réticence des Allemands aux militaires ne va-t-elle pas reprendre le dessus plus tard? On a une autre question sur la perception française de cette hausse massive du budget et sur le rôle que l'Allemagne voudrait jouer en matière de défense. Est-ce que ça risque pas de faire concurrence à la France? Comment c'est perçu par les Français? Est-ce que c'est perçu comme un danger pour les projets européens quand on pense, donc du coup, citer des choix d'équipements américains qui ont été faits par les Allemands? Et peut-être une dernière question sur justement la souveraineté énergétique, les dépenses énergétiques. Pensez-vous qu'un enlisement du conflit et sa prolongation pourrait pousser un ou plusieurs pays de l'UE, dont l'Allemagne, à entrer ouvertement dans le conflit afin d'éviter un hiver insoutenable économiquement vis-à-vis des dépendances énergétiques? Voilà, et je prends la dernière question qui est dans la salle. Bonsoir et merci beaucoup pour ces débats. Je voulais juste revenir sur un sujet dont on n'a pas encore évoqué, qui est les exportations d'armement. Si je ne me trompe pas, dans le contrat de coalition, le nouveau gouvernement indique une volonté d'avoir une politique encore plus restrictive de ces exportations-là. Et je voulais justement savoir si la guerre en Ukraine remettait en cause cette dynamique encore plus restrictive. Et est-ce que il peut y avoir une idée de remise en cause des accords franco-allemands de minimis qui ont été votés entre la France et l'Allemagne en 2019. Question précise, merci. Je vous laisse choisir quelle question vous voulez répondre. Gésine? Oui, je vais peut-être commencer. Oui, peut-être sur la question concurrence pour la France, quelles seront les implications des choix capacitaires de l'Allemagne? Alors, cette idée que l'Allemagne puisse vraiment devenir un concurrent pour la France en matière de capacité militaire, pour moi, c'est où je vois que cette crainte existe en France,
Mais pour moi qui travaille vraiment travaille sur les questions capacitaires, sur l'Europe de la défense et aussi sur la politique de l'Allemagne, c'est une idée qui est un peu absurde. Donc, il faut toujours garder en tête que la culture stratégique de la France et aussi la capacité de la France d'intervenir dans les conflits est absolument différente de la capacité de l'Allemagne. Et je peux juste répéter ce que j'ai dit lors de mes remarques ou lors de mes réponses pour la première question. Ces 100 milliards vont pour l'instant être très probablement utilisés pour fermer les trous capacitaires. Donc, ce qu'on voit là, ce n'est pas un réarmement de l'Allemagne pour devenir la première puissance militaire en Europe. C'est pour faire ce qu'on est censé de faire, ce que l'Allemagne a promis à ses partenaires, surtout dans l'OTAN, avec l'objectif des 2%. Et c'est vraiment pour pouvoir respecter ses obligations de sécurité collective. Donc, l'idée de concurrence en termes de puissance militaire, ça, je dirais, c'est une idée qui est quand même pas du tout réaliste. Ce qui est plus intéressant dans cette question, c'est l'aspect des choix capacitaires. Parce que, soyons honnêtes, si l'Allemagne décide vraiment d'acquérir surtout les capacités américaines à la place des capacités françaises, voire de développer les capacités européennes, ça aura des implications très, très négatives pour l'anti-projet de l'Europe de la défense. Surtout parce que nous sommes actuellement en train de développer la base industrielle de la défense européenne, etc. Un projet qui est absolument prometteur, à mon avis, et qui a beaucoup de potentiel s'il y a de la volonté politique. Et si l'Allemagne ou si la volonté politique en Allemagne se penche plutôt vers des capacités américaines, ça serait quand même compliqué. Mais aussi pour cela, il faut garder en tête que, mais aussi en Allemagne, même si ce pays est extrêmement atlanticiste et a un lien extrêmement important avec les États-Unis, toujours le regard vers l'Atlantique, vers les États-Unis comme grand frère ou comme puissance protectrice, il faut aussi être consciente, si on parle de ces choix capacitaires, qu'il y a une certaine conscience à Berlin que 2024 ou les élections de 2024 ne sont pas encore décidées et qu'il y a une vraie chance qu'il y ait un deuxième candidat type Trump dans la Maison-Blanche. Et s'il y a une chose dans l'Allemagne qui suscite vraiment des craintes en Allemagne, c'est la perspective d'avoir un partenaire à Washington qui n'est pas fiable. Et je pense que cela va aussi, au moins, j'espère que cela va au moins inspirer les choix capacitaires. Merci. Jacques-Pierre, Thomas. Un petit mot sur la perception française. Moi, je crois que la perception française, c'est de se dire, voilà, bon, on a un partenaire qui s'équipe militairement, on peut raisonner davantage en termes de coopération. Il faut savoir que pendant très longtemps, la coopération militaire de la France s'est exercée avec la Grande-Bretagne. Bon, voilà. Avec le Brexit, bon, il y a une donne quand même nouvelle et on a suffisamment entendu dire, mais bon, l'Allemagne n'est pas suffisamment bien équipée pour telle ou telle mission. Bon, et là, par exemple, les Allemands ont été présents au Mali. La France a beaucoup apprécié cet effort, même si ça faisait débat en Allemagne. Donc, je pense que ça peut au contraire renforcer dans le domaine de la défense une coopération. Donc, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Bon, en même temps, les chiffres sont là. Ça représente quand même un bond financier considérable. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Comment ça se met en place. Alors, la première crainte, en effet, ça a été de dire, surtout avec la commande des avions américains, même si on connaît un petit peu bon, l'arrière-plan, à savoir que ces avions américains, les F-35, sont compatibles avec d'autres avions de l'OTAN, etc., etc. Donc, ce qui justifiait cet achat. Bon, mais
évidemment, la première crainte française, ça a été de dire « Ah bah oui, mais alors bon, ils achètent des avions américains et pas des avions français, hein, par exemple. » Bon, sauf que bon, ce n'était pas vraiment le débat à avoir dans le moment. Voilà. Oui, donc, il peut y avoir des craintes. Bon. Mais je pense qu'il ne faut pas s'appesantir là-dessus et qu'il faut plutôt regarder ce en quoi ça peut enrichir la coopération entre les deux pays en matière de défense. Merci. Thomas? Oui, cette fois-ci, je partage cette perception. Je pense aussi dans le discours historique d'Olaf Scholz qu'il parle déjà de renforcer la coopération militaire avec la France. Il est reconnu par un personnage comme le chef du groupe parlementaire du SPD, Rolf Mützenich, qui est accusé d'être pacifiste. Non? Il parle alors, on doit chercher les effets synergétiques de l'industrie d'armement en Europe. Alors, je pense que ce tournant est positif pour la France, mais ça ne va pas dire qu'il ne reste pas des différences de perception, de priorités. J'ai dit, bon, on parle alors beaucoup de tournant militaire d'Allemagne. Oui, il existe. Mais l'Allemagne, c'est autodéfini aujourd'hui encore comme puissance de paix en Europe. Et ça, j'espère, ne changera jamais. Merci beaucoup. On va peut-être y répondre, on peut en discuter à la fin parce qu'il est l'heure, je suis désolé, mais n'hésitez pas à venir nous voir. C'est bien, on finit sur une note positive. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour leur intervention. Merci à vous d'être venus. Merci aux personnes en ligne. Et puis, je suis désolé pour les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais en tout cas, merci pour votre intérêt et puis on espère vous retrouver bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.